RDC, République démocratique du Congo, le calendrier électoral continue de faire débat après la présidentielle et les législatives controversées de 2011. La commission électorale prévoit des élections locales en fin 2014, celles des sénateurs nationaux et députés provinciaux en 2015 et la présidentielle en 2016. Ce calendrier n'est pas du goût de Jean-Lucien Boussa Tongba, président du courant des démocrates rénovateurs, un parti congolais d'opposition. Timothée Dorangmai s'est entretenu avec lui lors de son passage dans nos studios ici à Washington. En République démocratique du Congo, nous sommes sortis des élections chaotiques et il y a les perspectives des élections de 2014, 2015, 2016 qui s'annoncent, mais qui posent quelques problèmes par rapport au choix de la démarche à suivre. La Commission nationale électorale indépendante de la République démocratique du Congo est en train de soutenir une hypothèse de réalisation des élections qui n'agrée pas la majorité de Congolais. Comme vous savez, le cycle électoral qui a été amorcé en 2006 n'a pas été complètement accompli. Les élections, c'est-à-dire que en 2011, on devait avoir les élections de députés provinciaux et après ces élections, on devait avoir les élections des sénateurs et des gouverneurs de province. Or, au moment où nous parlons, ces élections ne sont pas encore programmées alors qu'elles sont urgentes. À la place, on est en train de programmer les élections locales et municipales qui sont essentielles, certes, mais qui risquent de nous poser un vrai problème de décalage par rapport aux élections présidentielles de 2016. Car, comme vous savez, les Congolais ont besoin de l'alternance politique. C'est un choix constitutionnel qui peut produire une alternative démocratique. Or, si on ne réalise pas les élections des députés provinciaux et des sénateurs et qu'on met en avant des élections plutôt locales et municipales, il y a un vrai risque de pouvoir décaler les élections présidentielles qui, pour notre part, sont essentielles. Donc, il faut absolument que nous ayons les élections présidentielles en 2016 et il ne faut pas d'argument pour qu'on puisse les décaler ni prolonger le mandat de qui que ce soit. Alors, et je crois que c'est ça le problème aussi qui nous amène à pouvoir rencontrer les partenaires de la République démocratique du Congo pour leur indiquer qu'alors que nous sortons d'une crise militaire, il ne faut pas qu'une crise politique programmée puisse remettre en question tout le processus de paix que nous sommes en train de rechercher en République démocratique du Congo. Est-ce qu'on doit comprendre qu'il y a déjà une impasse entre le gouvernement et l'opposition sur cette question? Il y a véritablement une impasse parce que l'opposition voudrait que l'on clôture le cycle électoral déjà amorcé. Il faut donc, pour l'opposition, organiser les élections des députés provinciaux et des sénateurs pour régler deux problèmes. Le premier problème est celui de légitimité. Les mandats de sénateurs et députés provinciaux, c'est de 5 ans. Le deuxième problème est celui de régler la problématique du respect du cycle électoral. Je voulais ajouter un troisième problème, parce que, d'après notre commission nationale électorale indépendante, il faut que les élections des députés provinciaux se passent au second degré, ce qui est anticonstitutionnel. Donc, si nous levons l'option pour les élections des députés provinciaux, on va régler les trois problèmes. Info zapping du mardi. En République démocratique du Congo, la classe politique réagit à la proposition formulée par des membres du camp présidentiel. Oui, nous vous en parlions hier, une information RFI. Des partisans de Joseph Kabila suggèrent une formule pour maintenir le chef de l'État au pouvoir. Leur proposition, contourner l'article 220 de la Constitution qui limite le nombre de mandats en modifiant le mode de scrutin. Selon leur scénario, le président ne serait plus désigné par les Congolais au suffrage universel direct, mais par les députés, comme cela se fait en Afrique du Sud par exemple. Le président sortant pourrait donc se représenter puisque le système de désignation aurait changé. L'élection serait ainsi avancée de 2016 à 2015. Cette proposition n'a pas été présentée au Parlement congolais, mais elle agite déjà la classe politique à Kinshasa, Léa Lisa Vesterhoff. Ce n'est encore qu'une hypothèse, mais du côté de l'opposition, imaginer que le mode d'élection du président puisse être modifié fait déjà l'effet d'une bombe. Martin Fayolou, député et membre de la coalition de l'opposition, Sauvons la RDC. C'est totalement anticonstitutionnel. Notre constitution le dit, on ne peut pas toucher au suffrage universel. Le président de la République est élu au suffrage universel pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Et ça, dites-moi, tout ce que ces amis-là proposent, comment ça peut cadrer avec cet article? Du côté des centristes, il est encore trop tôt pour s'inquiéter, selon Augustin Kikoukama, président de la coalition des centristes. Aujourd'hui, la majorité peut se réunir en disant « Bon, et nous voulons que Kabila continue ». Que la majorité amène cette hypothèse au niveau du Parlement.
ça devient sérieux et les organisations politiques sérieuses doivent maintenant agir. Mais maintenant, ici, nous sommes au niveau des hypothèses. On ne peut pas commencer à s'alarmer par rapport à une réunion d'une famille politique. En attendant, l'opposition préfère agir que réagir. Mercredi, plusieurs partis ont convoqué la presse. Objectif, montrer que la société civile est mobilisée et ne laissera pas passer un nouveau mandat pour le président Kabila. Léa Lisa Vesterhoff, Kinshasa, RFI. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Le Programme alimentaire mondial a exprimé mardi sa profonde préoccupation en ce qui concerne le manque de soutien financier à ses opérations en République démocratique du Congo, où l'agence a aidé 1,5 million de personnes par mois et espère atteindre le seuil de 2,2 millions à la fin de l'année. Le PAM, qui a dû limiter ses activités, va fermer ce mois-ci 6 de ses 14 bureaux, ainsi que 2 bases logistiques en Ouganda et au Nord Kivu. Elisabeth Beers, porte-parole du PAM. Il nous manque urgemment un peu plus de 48 millions de dollars pour nos besoins jusqu'au mois d'août. Et on voit qu'avec l'arrivée et l'afflux de réfugiés de Centrafrique, cette situation devient de plus en plus critique pour le programme alimentaire mondial. Donc nous allons cibler nos activités sur l'aide et l'assistance aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment aux réfugiés qui viennent de Centrafrique, c'est-à-dire que sur les 63 000 réfugiés qui se trouvent en République démocratique du Congo, la moitié d'entre eux sont dans des camps et ils sont assistés par le PAM. Info zapping du mercredi. En République démocratique du Congo, une polémique agite en ce moment le monde politique. En principe et conformément à l'actuelle constitution, Joseph Kabila n'a pas le droit de briguer un 3e mandat en 2016, mais le Parti du peuple pour la reconstruction et le développement au pouvoir semble avoir trouvé la parade. Eric Topana, le PPRD, en effet, envisage plusieurs scénarios possibles pour essayer de lever le verrou de la limitation du mandat présidentiel. Tout à fait, Philippe, et c'est à travers une pétition que le parti au pouvoir en RDC a fait part de son souhait de modifier la Constitution. L'article 220, qui limite à 2 le nombre de mandats du président de la République, sera donc contourné grâce à un changement du mode de scrutin. Le président de la République sera désormais élu au suffrage universel indirect. La durée du mandat aussi sera revue. De 5 ans, elle passera à 7. Et si la manœuvre est approuvée, l'élection présidentielle aura lieu un an avant l'expiration du mandat de Joseph Kabila en 2016, et l'initiative du PPRD est tout naturellement désapprouvée par la société civile congolaise. Maître Sylvain Lumou est le secrétaire exécutif de la Ligue des électeurs à Kinshasa. C'est une démarche dangereuse parce que cette constitution, s'il faut la contextualiser, elle a été écrite à l'issue de la guerre et juste après le dialogue intercongolais. La société civile, en tout cas la Ligue des électeurs, ne peut pas faire droit de citer à pareille manœuvre. Alors qu'il n'y a pas trop longtemps, quelques membres de la majorité venaient de dire que le président Kabila va respecter la Constitution. Et la crainte de voir cette Constitution être modifiée est absolument aujourd'hui grande pour nous de la société civile. Tout comme la société civile, l'opposition politique congolaise est contre un 3e mandat de Joseph Kabila et surtout contre la modification de la loi fondamentale. C'est pourquoi elle affûte ses armes. Il y a quelques minutes, j'ai joint le secrétaire général de l'UDPS, le parti d'Étienne Tshisekedi. Il estime que la démarche est sans effet car son parti n'a jamais reconnu la légitimité du président Kabila. Écoutez Bruno Mavungu. La position de l'UDPS est connue parce que l'UDPS sait que Kabila n'a jamais été élu président de la République, donc illégitime, illégal. Donc, toutes les institutions actuellement en place ne sont pas reconnues par l'UDPS qui peuvent prendre une décision aussi grave. Nous nous battons pour la reconquête de l'impérium. Tout ce qui aurait été fait sera refait. Et puis Philippe, il faut préciser que l'élection de Joseph Kabila à la suite de cette modification de la Constitution annulerait de facto tous les autres mandats précédents et le projet de révision sera soumis à un référendum. Merci Eric Topenin. Vous écoutez Zapping Info Congolaise.
D'opposition dans des anciens rebelles opérant en République démocratique du Congo ont réclamé ce mercredi dans une déclaration l'ouverture de négociations politiques avec Kigali. La coalition souhaite que la communauté internationale fasse pression pour que le pouvoir rwandais accepte la mise en place d'institutions de transition. Le point avec notre correspondant à Bruxelles, Jean-Claude Nkubito, il a été joint par Venushi Mimana. Ce n'est pas tout à fait le mot négociation qui a été cité, c'est à peu près le mot dialogue. Il voudrait rencontrer le pouvoir de Kigali pour s'entretenir et discuter sur l'avenir du pays. Alors, ce n'est pas la première fois effectivement que cela a été dit, mais d'après Twagiramungu, il y a moyen de faire pression par la communauté internationale. Il y a aussi moyen éventuellement de recourir à d'autres moyens si d'aventure Kigali refuse toute discussion avec l'opposition. Recourir à d'autres moyens, qu'est-ce que vous insinuez? De toute façon, M. Twagiramungu, dans une interview qu'il m'a accordée, il n'a pas hésité à me dire si Paul Kagame ne veut pas nous recevoir, il peut éventuellement nous dire faites comme j'ai fait, attaquer. Il a dit s'il se sent plus fort qu'il le fasse, mais nous ne sommes pas incapables de le faire. Si d'aventure M. Twagiramungu parvient à convaincre les autres partis, les autres réfugiés à le joindre, éventuellement ça peut avancer jusqu'à ce que Kigali se positionne peut-être positivement. Et tant que les autres partis ne sont pas associés, on se demande vraiment comment M. Twagiramungu pourra avancer seul en laissant tellement de partis à l'extérieur, tellement de réfugiés à l'extérieur. La Tanzanie ne serait pas loin de ce processus. Qu'est-ce que cela signifie? Twagiramungu n'a pas caché dans la salle qu'il a été en Tanzanie où il aurait discuté avec des techniciens qui ont fait des enquêtes sur terrain à l'est du Congo et aurait constaté que les FDLR ne sont pas que les forces armées, mais qu'il y aurait plus de 200 000 personnes, plus de 200 000 civils, enfants qui n'ont bénéficié d'aucun soin, d'aucun service et qui méritent vraiment d'être rapatriés et que la Tanzanie l'aurait constaté elle-même. Et donc le président tanzanien aurait envie de pousser le pouvoir rwandais à essayer de s'adresser aux réfugiés et de les pousser à rentrer, mais par des discussions politiques. Donc, Twagiramungu a confirmé avoir rencontré en Tanzanie de hauts responsables du pays en vue d'un éventuel soutien politique. Il a tout de même mentionné qu'il n'a pas rencontré le président Kikwete. La Tanzanie serait pas tout à fait liée avec ce projet, mais regarderait des nez favorables ce que M. Twagiramungu est en train de préparer. Jean-Claude Nkubito, notre correspondant à Bruxelles. Et le sport de masse vient... Infozapping du jeudi. En République démocratique du Congo, l'émissaire spécial du secrétaire général des Nations Unies dans la région des Grands Lacs, Mary Robinson, vient de faire une année dans sa nouvelle mission. Pour citer notre correspondant à Goma, capitale du Nord Kivu, le travail abattu par la communauté internationale et ses partenaires pour restaurer la paix dans l'est de la RDC est considérable, même si certains Congolais restent pessimistes. Mais certains analystes rendent hommage à Mme Robinson qui s'évertue maintenant à amorcer les programmes de développement. De Goma, Primo Pascal Rodahigwa fait le point. En séjour à Goma, Madame Mary Robinson salue les efforts fournis par les FARDC pour l'anéantissement des ADF dans le territoire de Beni. Elle a annoncé aussi que l'étape suivante est celle des FDLR. Il faudra un nettoyage systématique des groupes armés pour passer à la phase de stabilisation et de développement dans la région, a-t-elle déclaré à la presse. Par rapport à son bilan d'une année de travail, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans la région des Grands Lacs a déclaré: On a fait de progrès au niveau régional et on a même un plan d'action au niveau régional qui a été adopté par les chefs d'État au mois de janvier à Addis Abeba. Et on a beaucoup de travail dans ce plan d'action qui doit être mis en œuvre avant la prochaine rencontre au mois de septembre. Dans ce pays, on a aussi le mécanisme national de suivi. Le vrai progrès, c'est que les groupes armés ne sont pas là dans la même situation. Pourtant, quelques Congolais ne sont pas d'accord avec elle. Le rôle de Mme Robinson dans la région des Grands Lacs, ça ne rassure pas tout le monde. Moi, je ne suis pas convaincu. Pour le professeur Godefroy Kamana, il n'y aurait jamais de paix dans la région sans l'accord cadre signé à Addis Abeba qui a prévu la nomination d'un envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans la région des Grands Lacs. Elle est parvenue à stabiliser les problèmes. Et actuellement, au bout d'une année, on voit quand même que la situation n'est plus la même qu'au départ.
Nous ne sommes plus en situation de conflagration guerrière. On est vraiment dans la direction de la recherche de la paix et c'est à son actif de dire qu'elle a travaillé dans un contexte difficile, mais qu'aujourd'hui, on parle beaucoup plus de perspectives de paix que de perspectives de guerre. Marie Robinson a encore beaucoup à faire, surtout en ce qui concerne la RDC. Nous avons assisté à un processus qui consiste à donner des réponses étrangères aux problèmes du Congo. C'est Mary Robinson, c'est Kobler, c'est la communauté internationale. Ce sont ces forces-là qui imposent leur logique et leur vision du problème. Mais nous, Congolais, on n'est pas encore des acteurs, des choix de ce que nous voulons comme acteurs importants et surtout de notre responsabilité pour bâtir l'avenir que nous voulons. Depuis Goma, Primo Pascal Rudahigwa, La Voix de l'Amérique. Jacques Aristide. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Le conseil d'administration de la Banque mondiale, qui représente ses 188 États membres, examine aujourd'hui même la possibilité d'un prêt de 73 millions de dollars au projet du site hydrographique Inga 3 en République démocratique du Congo. Ce projet de construction d'un méga barrage hydroélectrique suscite des espoirs et des inquiétudes, des espoirs aussi au sein de la population et bien sûr au gouvernement congolais et dans les autres pays de la région. Le point avec notre correspondant à Kinshasa, Salimona Milongo. 9% seulement de la population congolaise ont accès à l'électricité, alors que la moyenne en Afrique est de 31%, selon les statistiques 2013 de la Banque mondiale. Depuis plusieurs mois, on observe des sévères délestages dans presque toutes les grandes villes de la RDC. Selon l'administrateur de la Société nationale d'électricité SNEL, cette situation est due à l'étiage du bassin du fleuve Congo. L'accès à l'électricité est un véritable casse-tête pour les Kinois. Pablo Nzuzi habite le quartier Kimbanseke, l'un des quartiers les plus reculés de Kinshasa. Il pense que la construction d'Inga 3 est une réponse aux difficultés d'accès à l'électricité. À Kinshasa, il y a trop de coupures d'électricité avec les projets d'Inga. Je pense que ça peut être une solution à long terme pour l'électrification de la République démocratique du Congo. Nous sommes un grand pays. Le directeur des opérations de la Banque mondiale en RDC, Eustache Ouayoro, précise que ce financement de 73 millions de dollars de la Banque mondiale ne va pas servir directement à construire ces barrages, mais plutôt à créer des conditions de sa construction. Selon lui, ce projet vise à élargir l'accès des populations à l'électricité. Le site de Inga, c'est le site le plus puissant au monde pour produire de l'électricité. Inga, c'est vraiment l'électricité la moins chère qu'on puisse trouver sur le continent africain. Et il faut faire en sorte que le site extraordinaire que constitue Inga puisse bénéficier à la RDC. Les experts de la Banque mondiale affirment que le projet Inga 3 a été conçu dans le respect des normes techniques, environnementales et sociales. Mais les activistes de l'environnement s'interrogent sur l'impact environnemental de la construction de ces barrages. Néné Mainzana est coordonnatrice du Centre de technologies innovatrices et de développement durable. Il faut toujours le consentement des communautés pour qu'aujourd'hui Inga ou les investisseurs qui vont venir soient capables de nous démontrer concrètement que les ressources qu'ils vont générer, qu'est-ce qu'ils vont faire de la population? Le développement, ça va se faire comment? Ça sera un développement durable qui respecte les normes environnementales, économiques et sociales. Le projet Inga 3, à 400 km en aval de Kinshasa sur le fleuve Congo, nécessite plus de 12 milliards de dollars pour sa construction. Et le gouvernement congolais s'engage à verser 3,8 milliards, soit la moitié de son budget annuel. Salé Mwanamilongo à Kinshasa pour la Deutsche Welle. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Narcisse Arido a comparu ce matin devant la Cour pénale internationale. Originaire de la République démocratique du Congo, cet ex-militaire est poursuivi pour outrage à la Cour. Selon le procureur, il aurait corrompu des témoins appelés à déposer en faveur de Jean-Pierre Bemba. 4 autres personnes, dont Jean-Pierre Bemba et son avocat, sont poursuivis pour les mêmes faits. Explication de notre correspondante à l'AE, Stéphanie Maupin. Narcisse Arido est suspecté d'être le 5e homme d'une organisation planifiée par Jean-Pierre Bemba depuis sa cellule. Le but, selon le procureur, produire de fausses preuves dans le procès intenté contre lui pour crime contre l'humanité commis en Centrafrique en 2002 et 2003.
Ex-militaire réfugié au Cameroun en 2001, Narcisse Arido aurait, selon l'accusation, servi d'intermédiaire dans des transferts bancaires destinés à corrompre des témoins. Le suspect a demandé ce matin à la Cour de lui remettre des documents saisis lors d'une perquisition, assurant que 3 membres du bureau du procureur auraient mis ses affaires à sac. Un fait qui souligne l'étrangeté de cette procédure. Le code de procédure de la Cour prévoit en effet qu'il revient au procureur d'enquêter. Or, ce dernier est aussi partie prenante au procès intenté contre Bemba pour crime contre l'humanité. Narcisse Arido, comme ses 4 co-accusés, ne seront pas fixés sur leur sort avant de nombreux mois, voire au moins 1 an. Mais cette affaire ralentit considérablement le procès intenté contre Jean-Pierre Bemba pour crime contre l'humanité. Les derniers témoins ont été présentés en novembre, peu avant ces nouveaux mandats d'arrêt. La date des plaidoiries finales et du réquisitoire ne figure toujours pas au calendrier de la Cour. À La Haye, Stéphanie Mopa pour BBC Afrique. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Tanga en RDC, la société civile de l'ICACI a initié une pétition contre tout changement, modification de la constitution du pays. Une pétition qui répondait aux informations relayées depuis lundi, comme quoi la majorité au pouvoir réfléchirait aux moyens de maintenir au pouvoir l'actuel chef de l'État, Joseph Kabila, à l'expiration de son second mandat en 2016. Cette pétition s'oppose aussi à l'élection des députés provinciaux au suffrage indirect. Le détail avec le porte-parole de la coordination du cadre de concertation de cette structure, Paul Kisimba. Cette pétition demande à toute la population de pouvoir dire non au changement de notre constitution. Même des articles qui sont là-bas, nous ne voulons pas que ça puisse subir une certaine révision, surtout l'article 167 en rapport avec les élections provinciales qui parle des élections au suffrage universel direct. Par contre, la feuille de route propose les élections au suffrage indirect. C'est que nous disons non. Voilà pourquoi nous lançons cette pétition. Deuxièmement, nous voulons que les élections à la base se tiennent réellement parce que c'est ce qui doit impulser le développement. Voilà pourquoi nous lançons maintenant cette pétition afin que toute la population de l'ICACI et du territoire de Kambov signe et nous allons déposer rapidement à l'Assemblée nationale afin qu'on ne puisse pas toucher à notre constitution. Info Zapping du vendredi. Sur le thème, aujourd'hui, nous allons en République démocratique du Congo voir comment cette denrée rare est utilisée dans la ville de Béni dans la fabrication de toutes sortes de boissons. Notre correspondant dans la région, John Kanyonyo, a visité pour nous une usine. Nous sommes ici dans l'usine des établissements Kalemango, située à une dizaine de kilomètres à l'ouest de la ville de Béni. L'on fabrique ici du vin et du whisky, des boissons appréciées par les Congolais. Cette usine produit plus ou moins 50 mètres cubes de boissons le mois. Et les boissons produites ici sont consommées à l'est de la RDC et d'autres pays limitrophes. Mais la fabrication de ces boissons requiert de grandes quantités d'eau. Et il n'est pas facile de trouver cette denrée précieuse, comme l'explique le gérant des établissements Kalemango, Gervais Kambale Sambili. Il fallait qu'on trouve une place où on pouvait trouver l'eau à suffisance. Parce que jusque-là, ça ne suffit pas. C'est pourquoi il y a d'autres places que nous sommes en train de cibler pour encore forer de l'eau. Normalement, il fallait que l'État nous procure de l'eau suffisamment, mais l'État n'a pas été en mesure de faire ça. C'est pourquoi nous avons foré, nous avons fait entrer des mèches jusqu'à atteindre la nappe aquifère. Parce qu'on suppose qu'à la nappe, là, on ne peut pas avoir des difficultés. Maintenant, ça nous a coûté beaucoup d'argent. L'eau est devenue une denrée rare en ville comme en territoire de Béni. Pendant cette période dite de sécheresse, pour répondre à ces problèmes, la régie de distribution de l'eau de Béni a entrepris un projet d'adduction de l'eau à la rivière Tabi, située à une dizaine de kilomètres au sud de Béni. Selon Meni Chuli, chef de la régie, il s'agit d'un projet important pour la population qui peine à trouver de l'eau pour l'usage domestique. Notre projet sur la rivière Tabi nous aidera à traiter l'eau sur place et ça pourrait régler le problème du manque d'eau dans cette ville. En attendant l'aboutissement du projet d'adduction de l'eau sur la rivière Tabi, dans la ville de Béni, l'on assiste à la prolifération des usines qui fabriquent différentes gammes de boissons. Si les autorités ne prennent pas rapidement des dispositions, les habitants craignent bientôt une pénurie d'eau, même pour les besoins de base tels que le lavage des mains, avec les conséquences fâcheuses qui pourraient en découler. Des retours de l'usine Kalemango, John Kanyunyu a béni pour la Deutsche Welle. Vous écoutez Zapping Info Congolaise.
En République démocratique du Congo, la RDC et cette réunion des cadres de la majorité au pouvoir hier à Kinshasa, réunion qui a fait l'objet de toutes les attentions et c'était l'occasion de faire le point sur les priorités des prochains mois et de tenter aussi de calmer la polémique qui secoue la capitale depuis le début de la semaine, après qu'une nouvelle stratégie pour réformer la Constitution et permettre à Joseph Kabila de concourir. Un troisième mandat a été dévoilé par nous-mêmes ici à RFI. Léa Vesterov, vous êtes la correspondante de RFI à Kinshasa. Alors cette réunion, on a dit quoi ? Nous ne sommes pas réunis pour comploter contre le pays, ni contre la Constitution. Voilà comment le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, a tenu à lever toute ambiguïté sur la réunion de la majorité présidentielle hier. Un discours diffusé à la télévision qui se voulait rassurant. Le président Kabila est respectueux de la Constitution, a répété le président du Parlement, avant d'ajouter « il sera remplacé le jour où il y aura un autre président ». Une formule qui finalement laisse toutes les options ouvertes, pas de calendrier ni de précision sur ce qui devrait se passer en 2016. Seule certitude, le gouvernement de cohésion nationale promis par Joseph Kabila en octobre sera bien nommé d'ici la fin de cette session parlementaire en mai. Enfin, les réformes qui nécessiteront l'avis du peuple seront soumises à référendum, a prévenu le président congolais. Exemple avec le quota de 30% de femmes dans les institutions publiques qui pourrait être inscrit dans la Constitution. Une mesure qui laisse là aussi la porte ouverte à la possibilité de soumettre au référendum d'autres modifications de la Constitution. Léa Vesterov, Kinshasa.